à tous d'être ici. Alors, pourquoi sommes-nous réunis ? Eh bien, certainement pas pour déplorer l'état du droit, ni celui, car les deux sont liés, de notre société. Nous sommes là pour travailler ensemble à la manière de sortir le droit de cette crise et discerner le rôle que nous pouvons jouer dans cette entreprise. Nous ne sommes pas non plus réunis pour nous souvenir d'un prétendu âge d'or du droit qui aurait existé par le passé. Alors, la situation que nous vivons est certes problématique, mais nul n'a la naïveté de penser que le droit ait un jour été parfait. Quand bien même on se tournerait, comme c'est notre cas, vers le droit naturel, la théorie est plaisante de se conformer au juste, à la justice, de rechercher ce qui est juste. Mais en pratique, la recherche de ce juste est toujours ardue et susceptible d'être obscurcie par l'intérêt, la lâcheté, le profit, la superficialité, les bonnes intentions à courte vue, etc. Nous pouvons néanmoins identifier la crise du droit que nous subissons aujourd'hui comme ayant son origine non pas seulement dans l'exercice du droit qui est toujours délicat, toujours un art, mais dans la définition même du droit. De façon un petit peu schématique, alors que la pensée classique définit le droit comme ce qui est juste et comme l'art de rechercher ce juste, la pensée dite moderne conçoit le droit comme un produit de la volonté. Et ce volontarisme s'exprime de façon remarquable dans la définition de la loi donnée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, je cite, « La loi est l'expression de la volonté générale ». La crise du droit qui nous préoccupe et qui nous réunit ne vient donc pas de ce que des solutions injustes sont apportées à des problèmes ou à des litiges, parce que ça a toujours existé et malheureusement, je crains que ça n'existe toujours. Cette crise vient de ce que dans sa définition même, le droit est réduit à un produit de la volonté et n'est plus conçu comme une œuvre de la raison au service de la recherche d'un juste transcendant. Autrement dit, il est tout à fait différent de tâtonner, voire même de s'égarer dans la recherche du juste, ou bien de décréter que le juste n'existerait pas, et de réduire en conséquence le droit au droit positif, ce que fait la doctrine positiviste qui imprègne la pensée contemporaine. Alors, les dégâts de cette conception volontariste du droit ont mis du temps à se faire sentir, pour plusieurs raisons dont j'évoquerai brièvement quelques-unes. Tout d'abord, cette référence à la volonté générale. Elle ne dérange pas plus que ça, parce qu'on confond facilement la volonté générale comme méthode d'adoption des règles avec la volonté générale comme seule source du droit. En effet, le droit positif est nécessaire. Il faut bien des règles. Et il faut bien une méthode d'adoption des règles. Alors pourquoi pas la volonté générale, qui s'exprime sous forme de majorité ? Mais la confusion vient de ce que, en réalité, la définition de la loi comme expression de la volonté générale ne signifie pas seulement que la loi n'est pas édictée par un seul ou quelques-uns, mais par le peuple, enfin du moins en théorie. Cette définition signifie surtout que la volonté générale, la volonté du peuple, elle est souveraine et qu'elle n'a pas à se conformer à quelque justice supérieure que ce soit. La seconde raison qui explique que l'impasse de ce volontarisme n'ait pas été si facilement perçue comme telle, eh bien, c'est qu'une large partie du droit positif ressortit en effet du champ de la volonté. Et c'est pourquoi le fait de concevoir la loi comme un choix opéré par la volonté entre plusieurs options possibles, eh bien, ça ne choque pas plus que ça à première vue. Bon, vous connaissez l'exemple classique. Il n'est ni juste ni injuste en soi de rouler à droite ou à gauche. Et il est bien loisible de décider ensemble de rouler de tel ou tel côté de la route sans avoir besoin de se référer à quelque justice transcendante. C'est une fois décidé de rouler à droite qu'il devient juste de le faire, et non l'inverse. Mais pour autant, ce n'est pas parce que dans de nombreux domaines, le juste, en effet, est juste parce que décidé, que cela évince cette autre dimension dans laquelle le juste n'est pas à décider, mais à rechercher parce qu'il existe en soi. Enfin, troisième raison pour laquelle il n'était pas jusqu'ici si aisé
de discerner l'impasse où mène le positivisme, c'est que, alors même que le positivisme est triomphant à tel point que dans les universités françaises, l'enseignement du droit se réduit depuis des générations à l'enseignement du droit positif, eh bien, en réalité, personne, ou presque, n'appliquait au pied de la lettre ce volontarisme ainsi professé, et la plupart se comportaient comme si, en fait, un juste objectif et transcendant existait. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui a conduit, ce qui a inspiré les tentatives de combler le vide existentiel ainsi créé par la réduction du droit à un produit au droit positif. Donc les tentatives de combler ce vide existentiel ainsi créé en posant des principes supérieurs au-dessus de la volonté humaine et concrètement au-dessus de la volonté législative. D'abord les constitutions, textes supérieurs supposés nous protéger justement de cette volonté législative autoproclamée sans limite, mais surtout les droits de l'homme supposés remplacer la référence à une justice transcendante et poser des limites à l'arbitraire volontariste. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, et la conception volontariste du droit, erronée depuis le début, elle révèle enfin sa réalité, parce qu'elle n'est plus seulement professée en théorie, elle est mise en œuvre de manière de plus en plus radicale. L'individualisme croissant a pour effet que la volonté générale n'intéresse plus grand monde et que le droit est aujourd'hui conçu comme un levier pour satisfaire des volontés individuelles. Donc la volonté individuelle, le désir, le projet sont revendiqués comme des droits. Et volonté contre volonté, le droit devient le théâtre d'un rapport de force qui est exactement l'inverse du droit. Les substituts à la transcendance, donc les droits de l'homme, ont montré leurs limites et sont devenus eux aussi des machines à satisfaire des revendications individuelles. Volonté individuelle érigée en droit, qui s'affrontent les uns avec les autres, entraînant contradiction et, une fois de plus, la loi du plus fort. Alors précisons que que le plus fort, dont la volonté est aujourd'hui cette source du droit, ce n'est pas nécessairement celui qui a une arme. Le pouvoir de plus fort est celui que confère la pression médiatique, le politiquement correct, l'émotion, l'invective, la disqualification de l'adversaire au lieu de discuter son point de vue, etc. Nous constatons que le pouvoir conféré à la volonté est ainsi allé croissant avec le temps, à tel point que l'homme contemporain est convaincu que pour être pleinement libre, il faudrait se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas soi-même décidé, tout ce qu'on n'a pas soi-même choisi. Et le pouvoir conféré à la volonté s'est d'autant plus accru que la technique donne aujourd'hui à la volonté l'illusion d'un pouvoir décuplé. Le réel est ainsi de plus en plus fréquemment disqualifié au profit de la volonté. Donc ce déni du réel, il est à l'opposé de l'observation de la nature des choses à laquelle nous convie la doctrine du droit naturel. Et ce déni, il est réel, si je puis me permettre. Ce n'est pas de l'imagination. Et j'en donnerai un exemple. Le Code civil permet à toute personne majeure ou mineure émancipée de demander la modification de la mention de son sexe à l'état civil si le sexe indiqué ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue. Donc la réalité charnelle physique du sexe est ainsi disqualifiée, évincée au profit du ressenti, de la volonté, qu'on appelle identité de genre. Les conséquences de ce déni du réel sont sans fin, puisque ce ressenti est imposé au tiers, ce qui n'est pas d'ailleurs sans contradiction, parce que, quitte à se situer sur le terrain des ressentis, ressenti contre ressenti, on ne voit pas pourquoi le ressenti de l'un serait imposé à tous. Et on retombe à nouveau sur la loi du plus fort. Bon. Donc les conséquences pratiques sont sans fin. J'évoquerai en vrac l'équité dans les compétitions sportives, l'insécurité pour les femmes, notamment dans les lieux non mixtes, que sont les lieux d'intimité et les lieux d'hébergement, comme les prisons, les centres de rétention administrative, les internats dans les établissements scolaires. Que deviennent les objectifs de parité, de mixité, si chacun s'autodétermine homme ou femme, si la volonté supplante le réel, etc. Et pour concrétiser ce propos, je citerai une décision de justice, la Cour d'appel de Toulouse, de 9 février 2022, qui
Enfin, je raconte l'histoire en 2 mots. Donc, comme je viens de le dire, depuis 2016, le Code civil permet le changement de la mention du sexe à l'état civil sans qu'il soit nécessaire de subir la moindre intervention médicale ou chirurgicale. Donc, ce qui devait arriver arriva. Un homme biologique peut être identifié femme à l'état civil tout en gardant son corps d'homme et son appareil génital masculin. Donc un homme ainsi identifié femme à l'état civil a engendré de la manière la plus naturelle qui soit un enfant avec son épouse et a demandé à être indiqué comme mère sur l'acte de naissance de son enfant. Dans un premier temps, l'officier d'état civil a refusé de transcrire une telle reconnaissance de maternité. Et à l'issue d'une saga jurisprudentielle que je vous épargne, eh bien finalement, la Cour d'appel de Toulouse a accepté d'inscrire cet homme biologique identifié femme à l'état civil comme mère sur l'acte de naissance de son enfant. Donc cette affaire révèle les limites de l'état civil pensé sans lien avec la réalité, mais comme miroir de la façon dont chacun se pense, se voit ou se désire. Cet exemple illustre bien, je pense, l'urgence qu'il y a de refonder le droit sur le juste. Et déjà pour commencer sur la réalité, sur le réel. Donc la méthode du droit naturel nous suggère de parvenir à la solution juste par l'observation de la nature des choses, par l'échange des points de vue, par la discussion. Eh bien, on voit déjà comme cette première étape de l'observation du réel fait défaut aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous avons immédiatement, à portée de la main, une marge de progrès tout à fait intéressante et déjà identifiable. Bon, nous avons conscience de cette crise profonde que subit ce que nous persistons à appeler droit par habitude, mais qui en réalité n'a plus grand-chose à voir avec la recherche du juste. Cette crise, nous en faisons l'expérience quotidienne, mais pourtant, cet état lamentable dans lequel se trouve notre droit, nos institutions, les relations sociales, le droit positif, c'est en fait une chance parce qu'il est enfin possible de réaliser, de prendre conscience du caractère erroné dès le départ de cette philosophie volontariste qui inspire le positivisme juridique. Donc les dégâts du déni de la nature des choses sont aujourd'hui facilement observables. Il est beaucoup plus facile de réaliser aujourd'hui l'urgence de refonder le droit sur autre chose que la volonté, fût-elle générale. Dès lors que les droits de l'homme s'entrechoquent et se contredisent, que les principes dits supérieurs sont ignorés dès lors qu'ils pourraient mettre des limites au désir du puissant du moment, on comprend que quelque chose ne va pas et qu'il faut chercher pour le droit un fondement plus solide, plus stable, plus juste finalement, que la volonté. Et c'est pourquoi nous nous tournons, tout naturellement, si je puis dire, vers le droit naturel. Ce n'est pas que nous soyons, comme je l'ai dit au début, nostalgiques d'un âge d'or, comme si la justice parfaite était de ce monde. La justice des hommes est toujours imparfaite, mais une bonne manière de s'approcher du juste serait déjà d'essayer de le faire, en acceptant de se référer à ce juste transcendant, objectif, commun pour tous, parce que dépassant la volonté humaine et existant en dehors d'elle. Donc de façon schématique, pour moi, ce qui caractérise cette attitude juste naturaliste, c'est cette direction donnée à la raison, admettre que le juste existe en soi et vouloir s'y conformer. En étant conscient ensuite que le juste peut être obscurci par de nombreuses limites qui entravent sa recherche, mais en tenant compte du fait qu'il existe. Nous autres organisateurs de ce colloque adhérons à cette démarche, mais nous sommes conscients du défi que représente aujourd'hui, en 2023, cette incarnation en actes concrets de cette conviction que le juste existe et que le droit est l'art de le rechercher. C'est pourquoi le but de ce colloque, c'est de donner des pistes et des moyens justement de mettre en œuvre cet objectif. Comment rechercher le juste, comment le trouver, comment le discerner et comment ensuite en tenir compte dans l'exercice des professions juridiques, dans l'élaboration du droit positif, dans les relations humaines en général. Des pistes, des moyens concrets, utiles, voilà ce que nous attendons de ce colloque que j'ai l'honneur d'ouvrir avec ces quelques mots. Je vous remercie.